On se rend pas compte, parfois d'être volontaire, le peu de temps que ça demande et l'impact immense que ça peut avoir, sur la vie d'une personne. Donc on peut le faire au travers Positive Planet, mais on peut le faire de tellement de manières que ce soit. On peut servir des repas, dans des églises ou ailleurs. On peut, vraiment redonner le sourire à quelqu'un qui a perdu le sourire depuis très longtemps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous surprendre. En tout cas, moi, je suis surprise tous les jours de savoir, même si c'est une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, même le plus petit impact, si chaque personne d'entre nous donnait cette heure, donnait cette énergie, cette joie à une autre personne, je pense que la Terre serait beaucoup plus positive et de nombreuses personnes seraient beaucoup plus joyeuses. Je me rappelle d'un grand meeting, j'étais arrivée 20 minutes avant le meeting et là, un des grands dirigeants arrive et se tourne vers moi et me dit est-ce que vous pouvez me servir un café? Et donc, j'ai trouvé cet épisode assez intéressant. Et là, je pense que ça, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes. Il faut regarder cette situation avec beaucoup d'aplomb et ne pas se laisser impressionner. Et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai serré la main, je dis bonjour, je m'appelle Ingrid Gonzalez et le café est là-bas. Mais si vous vous servez, je prendrai bien un café en même temps que vous. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Ingrid, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a réussi enfin à caler nos agendas. Ce que je te propose pour commencer cette interview, ce nouvel épisode des Leaders sans frontières, c'est que tu te présentes, tu m'expliques d'où tu viens, tes origines, tu me résumes ton parcours en 2 minutes et tu m'expliques également tes fonctions actuelles. Parfait. Alors, merci tout d'abord pour me donner cette très belle opportunité, Paul. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec toi aujourd'hui et tes auditeurs. Alors, mon parcours, j'ai grandi dans les Pyrénées, un petit village de 500 habitants à 900 mètres d'altitude, campant. Je suis très, très fière de mes origines. J'ai grandi dans une famille d'immigrés italiens et espagnols qui ont échappé après la Seconde Guerre mondiale pour ben, chercher un meilleur futur pour leurs enfants. Donc, grandi dans ces montagnes, une famille italienne et espagnole où on parlait beaucoup avec les mains et beaucoup de passion. Et ça m'a conditionné vraiment de pouvoir avoir grandi dans une famille multiculturelle. Et ça a vraiment conditionné mon amour pour les langues, pour les cultures. Très rapidement, dans mon enfance, j'ai été passionnée par la natation et la littérature, donc 2 éléments qui m'ont permis de voyager. Donc la littérature à travers, le monde et la natation tout d'abord en France, ce qui a heu, qui m'a donné vraiment des armes, des atouts pour, découvrir, tout d'abord cette, France que j'ai beaucoup aimée et aller jusqu'à, Paris et autres pour être diplômée, d'un master, HEC entrepreneur. Donc j'ai, toujours avec cette envie de voyager, j'ai utilisé donc mes études et mes premières expériences professionnelles, pour, voyager à l'étranger. Donc ma première expérience avec IBM s'est, déroulée, en Australie, où j'étais en charge Australie-Nouvelle-Zélande. J'ai beaucoup travaillé avec le Japon, langue dont je parlais, et il est vrai, comme je viens de le mentionner, l'apprentissage des langues va vous permettre et m'a permis d'avoir des opportunités personnelles et professionnelles assez extraordinaires. Donc mon début de carrière en Asie, je suis rentrée en France où j'ai travaillé pour, Dell, Altran, et Microsoft. Et là, encore une fois, des très, très belles rencontres, où j'ai rencontré la CEO de Microsoft New York et qui m'a dit: «Let's do this». Donc cela fait, 13 années, que je suis aux États-Unis. Donc j'ai d'abord, commencé à New York, où j'ai passé de très, très belles années chez Microsoft et depuis cette année, j'ai rejoint, Google Cloud qui est, aujourd'hui depuis Miami, j'ai le plaisir de, gérer US et Canada, pour Google Cloud collaboratif, sur l'artificial intelligence. Ok, super, très intéressant, on va y revenir. Quelles sont les différences notables si je prends trois piliers, on va dire, de ta vie, les États-Unis,
l'Australie, le Japon. Est-ce que tu peux un petit peu comparer ces cultures et surtout, au-delà du fait juste de comparer ces cultures, c'est de dire comment toi tu as vécu ces expériences à titre personnel? Alors, je crois que ce qui me motive dans ma vie, c'est, d'apprendre. Et c'est l'apprentissage chaque jour. Lorsque je me couche le soir et que j'ai appris une nouvelle chose, ça me donne une énorme satisfaction. Donc il est vrai qu'au début de ma carrière, j'avais ce désir profond de pouvoir aller, au Japon. C'est une langue aussi que j'ai appris pendant de nombreuses années. J'ai toujours trouvé que l'apprentissage de la langue permettait, de comprendre un pays, de comprendre une personne, de pouvoir adapter son moyen de communication et de pouvoir justement, pouvoir partager des choses uniques. Donc, depuis un très jeune âge, j'ai commencé à parler, 1 langue, l'espagnol, l'italien, l'anglais, le japonais et ce qui m'a donné des opportunités personnelles de rencontrer des gens extraordinaires, de pouvoir échanger, mais également d'un point de vue professionnel, ce qui a pu me permettre d'être parfois sur des positions, sur des postes à responsabilité. Vous n'avez peut-être pas toujours toutes les compétences, mais j'avais cette arme, l'arme de la langue, de la communication, de la compréhension d'une culture, qui m'a ouvert beaucoup de portes lors de ma carrière. Quel a été le plus grand défi culturel justement que tu aies rencontré au cours de tes voyages? Je pense que c'est le Japon, alors que j'ai beaucoup, d'un point de vue, socioculturel, étudié, la culture. La place de la femme, dans certaines des sociétés est très complexe, c'est très Oui. compliqué, et la femme n'a pas toujours une voix ou toujours, un siège à la table, comme on dit. Et donc, j'ai été confrontée à ça très, très jeune et j'ai dû savoir naviguer, dans certains milieux où il y avait beaucoup d'ambiguïté. Et grâce à des, personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, entre autres les managers qui me soutenaient, j'ai pu garder des postes ou des emplois, même si les clients je vais vous raconter une histoire, par exemple, puisque je gérais Renault-Nissan au niveau mondial. À l'époque, j'étais client exécutive, donc beaucoup de responsabilités pour négocier, au niveau, global, donc des gros contrats. Et je me rappelle cette première expérience, j'avais, à peine, 23 ans. C'était où ça? C'était chez IBM, c'est ça? Alors chez IBM, effectivement, j'ai travaillé avec le Japon, quand j'étais, basée en Australie, mais j'ai aussi travaillé avec le Japon, quand j'étais chez Dell, où j'ai géré pendant 3 années Renault-Nissan au niveau global. Il a donc une négociation, bien évidemment, avec le CIO, Nicolas Goksan, qui était, basé à Tokyo et qui ne souhaitait pas travailler avec moi. Et donc là, très rapidement, je suis retournée, avec mon manager qui était un homme à l'époque et je lui ai dit: «Voilà, on se trouve devant une difficulté». Il m'a dit: Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'épauler». Et là, il m'a positionnée et c'est là où j'ai découvert le pouvoir des sponsors et des mentors et des personnes qui, justement, promeuvent la diversité, où il a imposé, heu, ma place, cette place, celle que je méritais, au sein de la négociation et de la gestion, de Nissan au niveau mondial. Donc c'est des premières difficultés, mais j'en ai rencontré toute ma carrière, bien évidemment. Lorsque j'ai commencé chez IBM, bien souvent, j'étais la seule femme, à la table. Et juste pour raconter une petite anecdote, parce que je pensais qu'il fallait toujours faire plus, il fallait faire, être plus discipliné, arriver, en avant et faire plus que d'autres personnes autour de moi qui, avaient les mêmes compétences ou moins de compétences. Je me rappelle d'un grand meeting avec une grande société française, avec des grands dirigeants où, j'étais arrivée, 20 minutes avant le meeting, où j'étais la première à organiser donc, que tout se passait et tout allait se dérouler, sans embûche. Et là, un des grands dirigeants arrive et se tourne vers moi et me dit, «Est-ce que vous pouvez me servir un café?» Et donc j'ai trouvé cet épisode assez intéressant et là, je pense que ça, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes, il faut regarder cette situation avec beaucoup d'aplomb et ne pas se laisser, impressionner et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai serré la main, je lui ai dit: «Bonjour, je m'appelle Ingrid Gonzalez et le café est là-bas, mais si vous vous servez, je prendrai bien un café en même temps que vous». Donc je l'ai fait me servir un café. Il a changé de couleur, bien évidemment. C'était une expérience, assez, haute en couleurs, mais c'est ce qui a, été un début aussi où j'ai réussi à prendre la voix et à ne pas me laisser, déstabiliser face à des situations où il y avait un manque certain de diversité, au sein des sociétés ou au sein de certaines situations et beaucoup lorsqu'il y a des meetings, à responsabilité, on se rend compte qu'on est seul, ou, et donc j'ai appris également lors de ces expériences à trouver des alliés avant ces meetings-là, pour faire en sorte que je ne sois pas seule, que j'ai toujours un regard ou quelqu'un à qui parler, qui va appuyer, ma position dans le meeting, mon agenda ou des commentaires que je serai, amenée à faire. D'accord. Et comment bien trouver ses alliés?
Je pense que tout est basé sur la préparation, c'est-à-dire, avant chaque grand meeting, c'est pouvoir analyser qui est dans la salle, qui, potentiellement on peut connaître, quels sont leurs parcours, et pouvoir en contacter un ou 2, voire 3 parfois et leur dire voilà, se présenter, en expliquant, votre rôle et votre responsabilité et de leur dire voilà, je compte, sur vous pour, appuyer, les idées ou pour, faire partie de cette conversation et donc c'est tout un combat, mais c'est aussi, beaucoup de travail et de préparation avant ces meetings importants et je fais ça encore aujourd'hui malgré ma position, malgré, le chemin qui a été écoulé. C'est une technique qui, je trouve qui est très, bénéfique. Tu parlais de tes stratégies sur les meetings importants. Quelle méthode de travail justement tu mets en place pour transmettre également tes décisions à tes équipes? Aujourd'hui, je pense que, mon rôle, c'est d'être un coach. Je me considère pas en tant que, leader, c'est-à-dire avoir une idée et que tout le monde suive ma mission, ma vision, ma stratégie. Je mets un point d'honneur à ce que chaque personne qui fait partie de mes équipes ou qui va faire partie d'un projet, considère que c'est notre projet. Donc c'est un peu, l'équivalent, parler du Japon préalablement, c'est le «nous» et pas le «je», qui va être important. C'est définir, un projet où tout le monde va se sentir inclus. C'est aussi, la possibilité, à chacun de ses membres, de son équipe de donner une voix, de donner la possibilité de faire du feedback, de donner des commentaires et ce qui permet, à ces projets-là d'être des succès, c'est que ce n'est pas un projet d'une personne, mais c'est un projet d'équipe. Et à partir du moment où chaque personne adhère à ce projet, je pense qu'il est beaucoup plus facile, d'aller ensemble, aller chercher un quota, un objectif, une signature, ou à faire voter un projet que seul. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ton équipe, sur la partie Gemini Amérique du Nord? Alors au niveau, États-Unis, vous pouvez imaginer que la partie AI est assez large et donc je gère, US et Canada avec des équipes commerciales, également avec des équipes d'ingénierie, qui s'occupent de 10 000 clients à ce jour. D'accord, 10 000 clients et Donc dans des organisations très, très matricielles, les équipes sont, très larges pour, soutenir les clients d'un point de vue commercial, technique et de support. on parle de combien de personnes à peu près, pour des ordres? Centaines de personnes. OK, oui. Hem, Comment tu prends en compte les différences culturelles, dans ton management justement? Tu parles de ces centaines de personnes, cette organisation matricielle. Comment tu évolues dans cet environnement et prends en compte les différences culturelles pour t'adapter à tes équipes? Alors aujourd'hui, je le mentionnais, je pense qu'il faut donner une voix à chaque personne, hein. Lorsque je commence une nouvelle équipe, un nouveau challenge, indépendamment du pays, ou de la société, je pense qu'il est important, les 3 premiers mois, c'est de pouvoir écouter. C'est de pouvoir avoir ces échanges uniques, singuliers avec ces personnes-là, pouvoir connaître qui ils sont, savoir ce qui les motive, ce qu'ils recherchent dans management, dans une collaboration, connaître, leurs désirs personnels et professionnels d'évolution, ce qui va permettre de se connecter d'un point de vue professionnel, mais aussi émotionnel avec la personne. Je pense qu'il faut, à l'écoute, des différentes cultures, des différents styles de management, il faut pouvoir adapter sa communication. Moi, je suis dans le caméléon, si on va travailler avec, des collaborateurs, japonais ou des collaborateurs italiens ou, sud-américains, mon style de communication, de management va être différent. Mais la beauté, c'est de pouvoir faire en sorte que quand on reprend le coach, c'est d'avoir tous ces, players, ces joueurs qui vont venir ensemble, qui ont des qualités uniques et singulières et de pouvoir les faire, collaborer ou jouer ensemble sur un terrain de jeu. Et donc ça, c'est ce qui me passionne au quotidien, c'est de pouvoir justement, chercher les talents, attirer les talents, retenir les talents dans l'organisation et faire en sorte qu'ils parlent un langage commun, qu'ils puissent, s'accompagner, s'entraider et d'avoir une vision commune pour que chacun puisse retirer quelque chose important pour eux et qu'ils puissent aussi partager, heu, à l'équipe, et au succès et à la réussite de l'équipe. L'écoute, c'est une notion qui revient régulièrement dans le podcast, de nombreux dirigeants m'en parlent. Quelles sont les clés de l'écoute? Comment est-ce que tu appliques ça dans ton travail au quotidien? Alors moi, c'est pas technique, mais je vais reformuler ce que j'ai entendu, souvent, puisque, il y a, l'écoute et il y a ce que l'on croit avoir entendu. Donc ce qui me permet, de nombreuses fois, de ne pas me tromper, c'est de pouvoir reformuler, l'idée ou de pouvoir reformuler ce que j'ai entendu, ce qui nous permet d'être dans un alignement, important.
Souvent, lors de meetings, lorsqu'il y a beaucoup d'échanges, c'est aussi ma capacité à pouvoir passer de la parole à l'écrit. Donc, je vais faire un follow-up avec un email précis qui va récapituler ce que nous nous sommes dit ou les engagements ou la vision ou les prochaines étapes, ce qui va permettre à la personne de pouvoir, oui, effectivement, c'est ce que nous avons décidé ou ce que j'ai bien entendu ou pas, et je permets à la personne de pouvoir corriger ou de pouvoir ajuster ou de pouvoir adapter ce dont nous avons échangé. Et je trouve que ce mélange de la communication et de l'écriture est un mélange parfait pour avoir un alignement qui est incontesté et incontestable. Est-ce que tu as un challenge situationnel, marquant, de ta carrière que tu peux me raconter, où l'écoute était présent ou une situation assez insolite? Il y en a beaucoup parce que il y a des personnes qui croient entendre et qui ne veulent pas entendre et donc qui refusent d'écouter ou qui refusent d'entendre, surtout lorsqu'il s'agit de fournir des feedbacks qui ont une nature d'être balance, donc avec Mmh. du positif, avec des aussi un angle avec du feedback pour que la personne puisse grandir, mais il faut que la personne souhaite grandir et veuille accueillir ce feedback. Donc, à de nombreuses reprises, quand on gère des hommes et des femmes, et surtout des personnes qui sont dans l'échec ou qui n'ont pas la possibilité de grandir, il est très difficile et ça nous met dans des situations très complexes car il y a un écart trop important entre le message qui est délivré et la personne qui ne veut pas l'écouter. Donc, ça a été des situations toujours assez intéressantes. Mais une des techniques que j'ai trouvées, Oui. c'est de pouvoir faire en sorte que cette personne puisse recevoir le même feedback venant d'autres personnes avec d'autres mots et d'autres approches, mais dont le message était le même, était singulier. Et ce qui m'a aidé à faire parfois passer des messages lorsque la personne ne pouvait pas accepter que ce message vienne que d'une seule personne. Donc aujourd'hui, dans la technique de coaching et le feedback, c'est d'avoir un feedback collaboratif avec d'autres de mes collaborateurs qui vont targeter un message, faire grandir la personne ou la faire évoluer. Et ces messages étant consistants, venant de plusieurs sources, souvent, je dis pas toujours, mais il y a des issues positives à la réception de cet message qui a été communiqué. Oui, donc finalement, la technique que tu évoquais, au début de notre échange, qui est à chaque fois que tu as un meeting, tu observes qui sont tes alliés et cetera, tu l'appliques également dans ton management et c'est un des piliers finalement de la diffusion de tes idées, de la façon dont tu coaches, tu accompagnes, c'est toujours trouver des points d'appui, des points d'ancrage pour faire infuser tes décisions ou, tes conseils, et ton coaching. Absolument. Et c'est aussi une autre technique, c'est vraiment pouvoir demander du feedback. Et quand je dis demander du feedback, c'est du feedback point de vue très candide. C'est-à-dire que chaque meeting, chaque réunion, je vais toujours demander à une personne ou plusieurs personnes, selon la situation, de me donner du feedback. So, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Qu'est-ce qui aurait pu être fait de manière différente? Est-ce que la communication est alignée, trop directe, pas assez directe? Parce que bien évidemment, quand on est une femme, qu'on vient d'une culture différente et qu'on vit aux États-Unis ou au Japon ou dans une culture qui n'est pas la sienne, les messages peuvent être parfois compris ou incompris. Et le fait de venir avec une question positive en disant: «Je veux du feedback qui soit vrai, du feedback qui soit mélangé avec du positif et du feedback où on va me donner des axes de progrès». Je pense que ça met les personnes en confiance, ça fait en sorte que les personnes se sentent valorisées et puissent me donner de manière très brute et sans filtre des idées et des opportunités de m'améliorer personnellement. Ça surprend parfois parce que vous gérez nord-américain et que vous demandez à une personne qui est assez loin de votre ligne de reporting du feedback. Les personnes se sentent parfois intimidées, mais c'est aussi un travail de mettre les gens à l'aise et de dire: «Voilà, ton feedback, je le valorise, il va être implémenté pour la prochaine réunion, pour améliorer l'équipe, pour améliorer le projet». Et là, ça crée aussi ce sentiment d'appartenance où chaque personne dans l'organisation se sent inclus
et valoriser et que son idée fasse partie des prochains projets ou des prochaines étapes dans la mission, de la stratégie que je suis en train d'implémenter. Moi, j'aimerais parler également de ton engagement, pour une association qui s'appelle Positive Planet US. Est-ce que et la façon dont, cette cause, te tient à cœur et dont tu t'investis, au quotidien. Est-ce que tu peux m'expliquer l'impact de Positive Planet US et ton rôle au sein de cette association? C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. On n'en a pas parlé précédemment, mais moi, je viens d'une famille très modeste, blue collar, que j'adore et qui m'a toujours, que j'ai toujours beaucoup admiré, mais avec les difficultés que j'ai pu rencontrer étant enfant et adolescent, où on n'avait pas toujours les moyens de pouvoir accéder à des choses. Et j'ai trouvé assez merveilleux que sur mon parcours, j'ai des personnes extraordinaires et j'appelle toujours ça des anges qui tombent du ciel, qui m'ont tendu la main à différents moments. Tout premièrement pour pouvoir accéder à des études, des personnes qui m'ont donné des conseils. Moi, maman a commencé à travailler, elle avait 14 ans, papa avait 13 ans, donc ils n'ont pas étudié. Maman, quand elle arrivait en France, elle parlait l'espagnol, donc elle parlait pas le français. Donc il y avait toujours cette peur de l'étude, pour moi-même également, de rentrer à la maison sans avoir personne à qui demander des conseils pour mes devoirs. Donc j'ai dû me faire seule parfois et avec ce grand sentiment de solitude. Et j'ai trouvé autour de moi des personnes qui se sont arrêtées, qui ont voulu m'aider et qui m'ont donné de leur temps et de leurs conseils. Et j'ai toujours dit, quand j'étais enfant, j'ai toujours trouvé ça admirable d'avoir des personnes qui ne sont pas de votre sang, qui ne sont pas de votre famille, qui vous donnent du temps, qui vous donnent parfois de l'argent, qui vous donnent l'envie, qui vous donnent du courage, qui vous donnent des idées pour pouvoir croire que l'impossible est possible. Parce que lorsqu'on vient d'un petit village où personne n'a été à l'école autour de vous, vous n'avez pas de repères, il est parfois difficile de rêver à l'impossible. Et ces personnes rencontrées sur mon chemin m'ont convaincue que tout était possible. Donc j'ai grandi avec cette envie et cette idée de dire un jour, quand j'aurai une voix et quand j'aurai la possibilité, je veux vraiment rendre à des personnes qui n'ont rien, ou donner à des personnes qui n'ont rien, mais rendre de manière psychologique aux personnes qui m'ont offert, sans attendre rien en retour. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Donc j'ai les premières années de ma carrière et de ma vie, donc je me suis concentrée sur ma propre carrière, bien évidemment. Mais très rapidement, j'ai commencé à mentorer femmes, des jeunes hommes dans leur carrière, jusqu'au jour où une très, très belle rencontre avec Jacques Attali, qui m'a donné cette étincelle et cette confiance incroyable, extraordinaire de dire: «J'aimerais te confier la gestion et le lancement de Positive Planet aux États-Unis». Alors Positive Planet, je recherche qu'est-ce que Positive Planet, et Positive Planet, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Positive Planet, c'est pour aider les gens qui sont dans le besoin, des gens qui n'ont pas pu étudier, des gens qui n'ont pas eu ce début dans leur vie, et de les aider à accéder à un emploi, à créer leur propre emploi et à sortir de la pauvreté. Et donc c'est, je dirais, une cause qui me tient à cœur, qui me touche. Et depuis 4 années déjà, j'œuvre avec une équipe de volontaires, un peu plus de 90 aujourd'hui. Donc j'étais la première volontaire, donc personne n'est payé. On est tous là, on donne de notre temps, on donne de notre énergie, notre passion à des jeunes femmes de couleur qui ne savent pas où aller, et donc elles trouvent refuge chez Positive Planet, où nous les accompagnons avec des mentors, des sponsors, des coachs pour créer leurs propres entreprises, leur propre emploi. Et définitivement, on a coaché plus de 1000 personnes depuis les 4 dernières années. Et aujourd'hui, on a pour ambition de rajouter plein de zéros. Donc, j'ai recruté un board director aussi de personnes de divers backgrounds, hommes et femmes. 50% de mon board est femmes. J'en suis très fière, et aussi des personnes issues de cultures et de nationalités très différentes. Donc, c'est quelque chose qui m'anime chaque jour et qui, j'espère, donnera, voilà, beaucoup d'emplois et beaucoup de bonheur aux personnes qui cherchent, à être accompagnées et aidées. Super. Il y a, à la base de, cette belle aventure, comme tu le dis, une rencontre, et je trouve que cette rencontre, elle est assez, significative et elle illustre plutôt très bien la façon dont tu as, créé ta carrière, en
en brisant des barrières justement, en avançant. Est-ce que tu peux me raconter justement cette rencontre avec Jacques Attali et cette, soif de réussite, de toujours aller plus loin, plus fort, de faire mieux, et cette soif d'apprendre? J'ai noté en écoutant, un podcast que tu as déjà fait que tu cites, je crois, ton coach de natation qui dit, «Les barrières que tu as face à toi sont celles que tu te crées toi-même». Est-ce que tu peux Oui. m'expliquer cette citation et la façon dont tu l'as appliquée et ensuite la rencontre avec, Jacques Attali? Alors, Jacques Icott, mon coach de natation, c'est lui qui m'a permis d'être championne de France, car, c'est une personne qui m'a donné confiance en moi. J'ai commencé à nager à l'âge de 10 ans et très rapidement, je suis devenue championne de France et je pense que, bon, bien évidemment, il faut avoir des capacités physiques, mais je pense que les capacités mentales dépassent largement les capacités physiques. C'est-à-dire que grâce à cette personne qui m'a accompagnée, qui m'a tenu la main, qui m'a portée, mentalement m'a donné, une force, qui m'a rendue, je dirais indestructible dans l'eau, car, à chaque fois que j'avais des doutes, à chaque fois que je disais: «Je ne peux plus», à chaque fois que je dis: «Je ne suis fatiguée, je ne pourrai pas améliorer ce temps», cette personne m'a regardé dans les yeux, m'a pris par la main, m'a dit: «Si, tu peux le faire» et c'est lui qui me disait: «Ingrid, je sais que tu peux le faire» et il me disait: «Cette barrière que tu te mets, c'est une barrière mentale. Donc essaye de enlever cette barrière et repars dans l'eau» et on repart et donc je repartais, parfois en pleurant dans l'eau, en disant: «Je ne peux pas» et en sortant de l'eau, il m'a dit: «Tu vois, tu as réussi» et donc de fait de voir par l'entraînement, par le fait de persister et de ne never give up, hein, c'est là vraiment l'expression que j'aime beaucoup dire, en anglais, c'est de la résilience, que cette, personne, a forgée, ben, je vais dire dans mon esprit, dans mon corps et dans mon cœur, a été, vraiment un catalyseur de ma vie entière. C'est-à-dire que ça m'a servi dans mes études où je me sentais, bien évidemment, tous les jeunes enfants en école de commerce sortaient le soir, et n'avaient pas certains pas de besoin de financer alors que moi je travaillais, parfois 2 ou 3 petits boulots pour, payer, mon studio, je voyais tous les gens s'amuser autour de moi et puis je me recentrais toujours sur l'objectif qui était de dire: «Je vais être diplômée, je veux avoir une grande carrière, je veux voyager, je veux découvrir ce monde» et je ne laissais pas ces barrières mentales me dire: «Bah, eux, ils peuvent, eux, c'est plus facile». Non, c'était de me recentrer sur quelque chose plus sur moi et de dire, «Je peux le faire» et quand ces barrières-là que je me mettais moi-même revenaient, je repensais toujours à Jacques Icott ou au coach qui m'entourait à cette époque-là, lors de mon école de commerce en me disant: «Je crois en toi, même si ce moment est difficile, je pense que tu peux le dépasser» et l'importance de ces personnes-là, de ces petites voix qui sont en vous, je pense qu'il faut vraiment les cultiver et ne jamais, les repousser. Souvent, on a tendance à repousser lorsque la difficulté arrive ou la tristesse, prend place, mais il est toujours important, je me rappelle, encore aujourd'hui de la voix de ce grand-père qui a toujours cru en moi, qui était un autodidacte, qui m'a dit, «J'ai été autodidacte, j'ai appris à lire à l'âge de, 32 ans, et toi, tu peux apprendre à lire à l'âge de 4 ans». Et il m'a dit: «Tu peux le faire, tu peux aller, tu peux étudier» et ça, c'est cette voix-là, elle me suit encore aujourd'hui. Donc je n'ai jamais dit non, aux aventures, aux opportunités. J'ai toujours accepté l'échec, toujours en essayant d'apprendre pourquoi, j'avais échoué, et j'ai échoué de si nombreuses fois que c'était important de pouvoir comprendre pourquoi j'avais échoué, pour pouvoir ne plus échouer une deuxième fois sur le même sujet. Je reviens, sur la rencontre avec Jacques Attali où je crois que tu allais à une conférence et finalement tu l'as contacté en individuel, c'est ça, Alors oui, donc je suis faut avoir aussi de l'audace. C'est Je ça. crois que l'audace fait partie de tout. C'était juste avant la pandémie, au mois de mars et donc Jacques était à New York et a donné une conférence. Je suis une grande fan de Jacques depuis mon adolescence où, plus de 80 livres, qui sont tous les plus inspirants, les plus enfin, qui sont tous très, très inspirants, et donc je mourais d'envie de rencontrer Jacques et de pouvoir assister à cette conférence sur New York. Et là, un meeting, se positionne et une grande déception, dans mon cœur et donc je contacte, donc la personne donc qui organisait, l'événement et là je lui dis, «Je souhaiterais, rencontrer Jacques Attali»
Je suis une grande fan et j'aimerais savoir si, il serait possible, de le rencontrer. Et donc elle m'a dit: «Eh beh, écoute Ingrid, je ne sais pas si Jacques serait disposé, mais en tout cas, je vais lui poser la question». Et là, Jacques dit: «Oui». Et ça, c'est des choses qui me sont arrivées souvent dans la vie. En croyant, pouvoir recevoir un non, mais en ayant le courage de faire une demande ou de lever la main en disant: «J'ai besoin d'aide» ou de dire: «Je veux vous rencontrer» ou de dire: «Je veux accéder à ceci ou cela». Et la plus belle des choses, qui est possible, c'est que vous receviez un oui. Même si parfois on croit, recevoir un non, le oui arrive et là, l'émerveillement, total. C'était je me rappellerai toute ma vie, le jour de l'anniversaire de maman, le 3 mai à 8 heures du matin à New York, où, Mac me donne, quelques minutes de son temps précieux et les minutes sont transformées en heures et les heures sont transformées en de nombreuses centaines d'heures et c'est, un mentor aujourd'hui qui m'accompagne et qui a certainement transformé ma vie. Superbe. Oui, je voulais que tu racontes cette anecdote qui est pour moi, l'illustration un petit peu de ton parcours et justement de cette audace, et de transmettre cette anecdote, aux auditeurs du podcast. Comment est-ce que ta posture de leader évolue au fur et à mesure du temps, que ça soit entre Google et le monde associatif comme on vient d'en parler? Comment est-ce que tu trouves ton équilibre de vie pro, perso? En fait, je pense qu'il faut faire les choses qui vous passionnent. Heu et à partir du moment où on a, un job qui vous passionne et une cause qui vous passionne, on ne compte pas le temps. Alors moi, là, ma force, c'est que je dors pas beaucoup. Je dors 5 heures par nuit en D'accord. moyenne, donc ce qui me laisse beaucoup de temps personnel pour pouvoir nager, pour pouvoir lire, pour pouvoir m'occuper de Positive Planet, et également de pouvoir, m'épanouir et évoluer au sein de Google Cloud. Ça fait 7 années et les postes, ont évolué, mais j'ai toujours, cette passion pour la société et à partir du moment où je ne suis plus passionnée, je change, de direction et je repars sur, une autre aventure qui va me nourrir. Je pense que le bonheur, la joie et la passion fait que, les choses sont faciles, et je balance, en fonction des jours, des semaines et des mois, des demandes de l'association et aussi, des demandes du travail et ce qui me permet de pouvoir, continuer un chemin, avec beaucoup de sourire et de positivité. Tu parles beaucoup de la natation. On en parle depuis le début. Tu viens encore de nommer ce sport qui est un moteur pour toi. Tu disais que tu étais championne de France. Tu es 5 fois championne de France sur les catégories jeunes. Qu'est-ce que tu as appris le sport de haut niveau et comment tu fais pour le retranscrire aujourd'hui dans ta vie? Et c'est quelque chose qui a absolument, ça a été mes fondations. C'est, la discipline, on parlait la résilience, c'est, une structure, un cadre, c'est aussi cette, paix, je vais dire, que je trouve dans l'eau. C'est-à-dire ce matin, je passais 1 heure dans l'eau, c'est tous les matins. C'est-à-dire je vais commencer ma journée à 5 heures, lire le journal, aller nager, ce qui me permet c'est aussi une sorte de méditation, hein, parce que tout est basé sur la respiration. Pouvoir organiser ma journée, avoir une certaine clarté, et c'est vraiment mon échappatoire, mon Éden et ce qui me permet de me centrer et de canaliser cette énergie débordante en début de journée et lorsque je sors de l'eau, je suis prête. Je suis prête à affronter une journée qui peut être, difficile, une journée qui peut être facile, mais tout simplement une journée. Et là où certaines personnes diraient: «Mais je suis épuisée après 1 heure». Moi, c'est là où ça me donne de l'énergie. C'est-à-dire en sorte si je ne nage pas, c'est là où j'ai moins d'énergie, car ça me procure, une joie énorme et c'est très, on va dire, ça balance mon corps et mon esprit dès le matin. Et pour répondre à la question par rapport à, ce que ça m'a apporté, c'est cette discipline. Je pense que, la rigueur, la discipline, c'est ce que j'ai rapporté dans mon monde professionnel, et c'est, une 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 chose qui me permet de dépasser, beaucoup d'obstacles, effectivement. Très bien. Est-ce que tu as justement une maxime ou une citation dans la vie? Alors elle est en italien: «Chi va piano assano va lontano». Donc je pense que le fait d'aller, lentement, ça me permet aussi, tout alors quand je dis lentement, hein, j'ai des personnes qui pourraient vont rigoler en écoutant ça parce que je suis quelqu'un qui va très, très vite. Mais j'ai appris à ralentir pour aller plus sereinement et pour aller, aussi beaucoup plus loin.
Et donc c'est quelque chose qui, parfois, il faut savoir ralentir, réfléchir, pour pouvoir accélérer. Et ça, c'est quelque chose qui, je ne savais pas faire et que j'ai appris avec les années. Oui et cette période, cette heure que tu te réserves le matin quand tu nages, c'est aujourd'hui, c'est plus qu'un sport, c'est également de la méditation comme tu l'expliquais et c'est donc savoir décélérer dans sa journée pour ensuite réaccélérer, quand tu prends des meetings, dans ta journée Google, par exemple, ou quand tu te consacres à fond à l'association. Mais c'est tu as aussi ces sas dans ta journée qui te permettent de, revenir à ce que tu es et à une passion, à ta passion de petite fille, si je peux dire. Complètement, complètement. Je pense que c'est important d'avoir un moment pour soi. Donc moi, dans mon agenda, j'ai ma me time, mon temps juste pour moi qui est bloqué, qui est en privé, personne ne peut toucher. Et je fais un point d'honneur pour ne pas bouger, parce qu'il peut t'arriver de travailler pendant 15, 16, 17 heures d'affilée sans bouger d'une chaise, parfois. Et c'est très, très dur. Et donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années et j'ai décidé de changer ça et de pouvoir, même pendant la journée aujourd'hui, de m'accorder des moments où je peux souffler et respirer. Il y a un moment où je m'accorde juste à moi sans, être connectée à un device, à un téléphone ou un ordinateur. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir, une balance et j'encourage vraiment tout le monde et chaque personne de pouvoir trouver cet élément qui va, leur permettre de s'évader et qui va leur permettre de se recentrer, de pouvoir avoir un peu de sanity, sanity check, dans une journée qui peut parfois être un peu folle. Mais, il est important d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Bien sûr. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Lâche rien, crois en toi. Je pense que c'est, mon grand-père, mes coachs, mes mentors, qui, me voyaient, parfois batailler, galérer, heu et qui m'ont dit, «Ne lâche pas, ne lâche pas et crois en toi». Quel est ton indispensable? Mon indispensable, c'est, ma famille, mes amis et mes mentors. Donc, mon indispensable, c'est pouvoir prendre le téléphone et appeler, si je peux pas avoir la personne physiquement, lorsque je suis perdue, ou lorsque j'ai besoin d'un conseil, c'est de pouvoir avoir ce numéro et que la personne réponde. Vous voyez? Quand on est, déboussolé, eh bien, on va chercher sa boussole. Et ça, c'est mon indispensable. Donc je dirais la boussole, mais qui est un être humain qui va être là, qui va être votre miroir parfois ou qui va vous donner les conseils qui vont vous permettre de redémarrer, de faire un reset ou de continuer à marcher. Garder les pieds sur terre et toujours se rappeler d'où on vient et quelles sont les personnes importantes pour soi. C'est très important. Moi, c'est ce qui me fait continuer à vivre, espérer et respirer. Tout à fait. Si tu devais transmettre un conseil justement à une personne qui souhaite s'investir dans une association en plus de son temps professionnel, de ses activités professionnelles, quel serait-il? Je pense qu'il faut vraiment le faire. Parce qu'on se rend pas compte, parfois d'être volontaire, le peu de temps que ça demande et l'impact immense que ça peut avoir, sur la vie d'une personne. J'ai eu ce plaisir de pouvoir être le témoin, de voir des femmes, d'ailleurs à New York, puisqu'on a commencé, Positive Planet avec Jacques à New York pendant la pandémie, mais de pouvoir les voir d'abord virtuellement, mais après, les voir dans leurs éléments, la joie, le sourire, leurs enfants, leur famille, le fait d'avoir changé leur vie. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on peut le faire au travers de Positive Planet, mais on peut le faire de tellement de manières que ce soit. On peut servir des repas, dans des églises ou ailleurs. On peut, vraiment redonner le sourire à quelqu'un qui a perdu le sourire depuis très longtemps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous surprendre. En tout cas, moi, je suis surprise tous les jours de savoir, même si c'est une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, même le plus petit impact, si chaque personne d'entre nous donnait cette heure, donnait cette énergie, cette joie à une autre personne, je pense que la terre serait beaucoup plus positive et on peut plus beaucoup de nombreuses personnes seraient beaucoup plus joyeuses. Comment est-ce qu'on peut soutenir potentiellement cette association, Positive Planet? On peut donner de son temps en tant que volontaire comme nous, le board, tous mes volontaires. Je dis bien dit, on est 90 et on se raconte tous les jours. C'est une petite famille où on peut donner de l'argent, 1 € chaque mois, 3, 5, 100 000. On a des donateurs qui sont extraordinaires et même les petits, il n'y a pas de petite contribution. Le 1 € par mois serait déjà un grand pas vers, quelque chose de meilleur.
Ok, super. Bah, en effet, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Absolument, je serais ravie de te présenter quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Delphine Révillon, D'accord. entrepreneur, dans le Champagne, et qui, fait un travail extraordinaire. Donc je recommande vraiment, cette personne pour un prochain podcast. Super. Bah, avec plaisir pour l'interviewer. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Ingrid? Le moyen le plus simple, c'est LinkedIn. Ok, très bien. Bah, je mettrai le lien de ton profil dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps, Ingrid. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci Paul. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Si cela vous a plu, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.